À 21h, quand je suis rentré du travail et que j'ai trouvé mon monde s'effondrer au milieu d'une tempête violente, j'ai vu ma fille de 5 ans, Junjun, tremblante dans notre cour. Patio, a-t-elle dit. Grand-mère ne m'a pas laissé entrer, maman, a-t-elle chuchoté faiblement tout en disant qu'elle avait faim. Il s'est avéré qu'elle endurait le froid à l'extérieur depuis 5 heures. Juste au moment où nous allions entrer, ma belle-mère est soudainement apparue derrière la porte, non pas pour nous aider mais pour nous chasser toutes les deux. Elle pensait avoir gagné, mais elle ne le savait pas encore avant 2 jours plus tard. Une lettre la fera s'agenouiller et me supplier. Avant que l'histoire ne commence, s'il vous plaît, laissez un commentaire sur l'endroit d'où vous regardez. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour aider cette chaîne à grandir et à proposer plus d'histoires passionnantes. Le ciel au-dessus de Metro Manila cette nuit-là semblait se fendre. La pluie n'était plus une simple bruine mais tombait comme d'un immense récipient sans fond. Les éclairs frappaient occasionnellement, divisant l'obscurité de leur lumière éblouissante, suivis du grondement du tonnerre qui semblait s'unir à la colère de la ville qui ne dort jamais. Pour Maya, ce son n'était que la bande-son de son épuisement extrême à 9 heures du soir. Après 8 heures de travail ininterrompu en tant qu'administratrice dans une entreprise de logistique, son corps se sentait comme pulvérisé, ses muscles étaient raides et ses yeux étaient douloureux d'avoir fixé l'écran de l'ordinateur pendant si longtemps. Cependant, toute cette fatigue disparaît toujours lorsque le visage de sa fille, Junjun, lui vient à l'esprit. Junjun, qui n'a que 5 ans avec un rire cristallin et des yeux ronds qui brillent toujours, est la raison pour laquelle Maya est prête à échanger son temps contre une pile de papiers et de chiffres. Son retour à la maison fut une épreuve. Les chauffeurs Grab qu'elle recherchait ont dû attendre plusieurs fois à cause de la forte pluie. Finalement, elle en a eu un, et maintenant elle est assise derrière le conducteur. Elle pouvait sentir le froid pénétrer son mince imperméable. L'eau de pluie froide frappait son visage, mais son esprit s'envolait déjà vers la maison. Elle pensait à Junjun, qui dormait probablement déjà, serrant son oreiller préféré avec une image de dinosaure. Ou peut-être était-elle encore éveillée, attendant que sa mère rentre tout en écoutant l'histoire de sa grand-mère. Ah, sa grand-mère et grand-ma Elena. Depuis que son mari, Marco, est mort le mois dernier à cause d'un accident, la relation de Maya avec sa belle-mère s'est encore aggravée. Les regards malveillants et les allusions cinglantes sont devenus son pain quotidien. Maya essayait d'endurer, avalant toute l'amertume pour Junjun afin que son enfant ne perde pas une grand-mère après avoir perdu un père. La maison, quoi qu'il arrive, est tout ce qu'il reste de Marco leur seul refuge. Après un trafic dense, la moto s'est arrêtée devant une maison simple avec une clôture en fer noir. Maya a payé. Elle a remercié le chauffeur d'une voix rauque puis s'est dirigée vers le portail. Elle a ouvert le portail non verrouillé et a marché dans la petite cour boueuse. Les lumières de la terrasse étaient éteintes, rendant les environs encore plus sombres et tendus. Maya a pris une grande inspiration, préparée à un accueil froid ou même à un sermon de grand-ma Elena. Mais alors que ses yeux s'habituaient à l'obscurité, elle vit quelque chose qui arrêta le flux de son sang. Dans le coin le plus sombre de la terrasse, près d'un grand pot de plantes flétries, un petit corps était assis, recroquevillé. La silhouette serrait ses genoux, la tête baissée. Le cœur de Maya battait vite. Elle ne voulait pas croire que ce qu'elle voyait était réel. D'un pas tremblant, elle s'approcha. C'était vrai. Junjun était là. Elle était dehors au milieu d'une tempête violente et d'un froid mordant. Ses vêtements étaient trempés, collant à sa peau pâle. Ses cheveux étaient mouillés et couvraient une partie de son visage. Maya a lâché sa mallette et s'est agenouillée devant sa fille. Sa main froide a touché la joue de Junjun, on aurait dit de la glace. Junjun, pourquoi es-tu dehors? La voix de Maya tremblait. Un mélange de peur et de colère commençait à bouillir dans sa poitrine. Junjun a lentement levé la tête. Son visage était mouillé, il était difficile de savoir ce qui était de l'eau de pluie et ce qui était des larmes. Ses lèvres étaient bleues et tout son corps tremblait si fort que ses dents claquaient. Elle regarda sa mère avec des yeux flous, des yeux qui avaient perdu leur éclat. « Maman » chuchota-t-elle. La voix était à peine audible. Junjun a faim. J'ai froid. Une douleur aiguë frappa Maya au milieu de la tête, cela faisait plus mal qu'une coupure de couteau. Elle a immédiatement enlevé sa veste, qui était un peu sèche, et l'a drapée sur le petit corps. Puis elle l'a serré fort, essayant de lui transmettre la chaleur restante de son corps. Pourquoi es-tu dehors? Pourquoi n'entres-tu pas? Où est grand-mère? Demanda-t-elle, son ton devenant plus pressant.
Les sanglots de Junjun éclatèrent. Elle enterra son visage dans la poitrine de sa mère, cherchant une protection. Tout à l'heure, je jouais sur la terrasse et puis grand-mère a fermé la porte. J'ai frappé mais grand-mère n'a pas ouvert la porte, balbutia-t-elle. Grand-mère a dit que je ne pouvais pas entrer. Grand-mère a dit que je ne suis qu'un fardeau, maman. Est-ce que je suis un fardeau? Le monde de Maya sembla s'effondrer lorsqu'elle entendit cette question. Sa propre belle-mère traitait son propre petit enfant de fardeau. La colère qu'elle réprimait depuis un moment explosa silencieusement. Elle ne cria pas, elle ne pleura pas. Mais son cœur hurlait. Elle regarda l'heure sur son téléphone mouillé, il était plus de 9 heures. Si Junjun jouait sur la terrasse, cela signifiait que sa fille était dehors depuis l'après-midi. Cela faisait probablement environ 5 heures. Pendant 5 heures, un petit enfant avait été laissé à geler et à mourir de faim au milieu d'une pluie battante. Quelle sorte de cruauté était-ce? Sans parler, Maya souleva le corps de Junjun, qui semblait léger et fragile. Elle devait faire entrer sa fille immédiatement, lui donner de l'eau chaude, de la nourriture et une couverture épaisse. Parler à Grandma Elena pouvait attendre. D'un pas rapide, elle se dirigea vers la porte principale. Mais juste au moment où sa main tremblante allait toucher la poignée, la porte s'ouvrit avec fracas de l'intérieur. Grandma Elena se tenait sur le pas de la porte. Son visage ridé ne montrait aucun remords. Au lieu de cela, ses yeux fixèrent intensément, remplis de colère comme des braises prêtes à brûler. Elle ne regardait pas Junjun, qui tremblait dans les bras de Maya, mais directement sa belle-fille. « Tu es de retour, siffla-t-elle. Sa voix était tranchante et froide. C'est bien que tu puisses partir d'ici avec ton enfant encombrant. Maya était stupéfaite. Elle ne s'attendait pas à être accueillie par des mots aussi durs. Maman, que veux-tu dire? Junjun gèle dehors depuis des heures. Elle pourrait tomber gravement malade. Grandma Elena rit de bon cœur, un rire effrayant au milieu du bruit de la pluie. Ce serait mieux si elle tombait malade pour qu'elle puisse être avec son père inutile. Depuis que vous êtes ici toutes les deux, ma vie est difficile. Je ne veux pas porter de fardeau. C'est la maison de Marco, maman. C'est notre maison, répondit Maya faiblement, essayant d'empêcher sa voix de trembler devant Junjun, qui commençait à pleurer de peur. La maison de Marco, dis-tu? Grandma Elena fit un pas en avant. Ses yeux devinrent encore plus fuyants. Marco est mort et tout ce qu'il possédait est maintenant à moi. Je ne laisserai pas cette maison être ton foyer et une femme pauvre qui n'apporte que de la malchance. Maintenant, sors d'ici. Dans un geste extrême, Grandma Elena fouilla à l'intérieur et, de toutes ses forces, jeta un sac à dos sale vers elle. Le sac heurta la boue aux pieds de Maya. Leurs vêtements, qui s'échappaient un peu de la fermeture éclair ouverte, devinrent immédiatement mouillés et sales. Prends toutes tes poubelles. Prends-les et sors de ma vue. Vous vivrez comme des mendiantes dehors. Maya regarda le sac qui avait atterri dans l'eau, puis le visage cruel de sa belle-mère, puis le visage de Junjun, qui était terrifié dans ses bras. Quelque chose en elle mourut. L'espoir, le respect et les liens familiaux qu'elle essayait de maintenir seuls s'effondrèrent tous cette nuit-là. Il ne servait à rien de discuter, il ne servait à rien de supplier. La femme en face d'elle avait déjà fermé son cœur fermement. Le plus important maintenant était la sécurité de Junjun. Le dos droit et la tête haute, Maya fixa Grandma Elena. Il n'y avait pas de larmes sur son visage, seulement un silence terrifiant. Seuls 2 mots sortirent de ses lèvres pâles, d'accord, maman. Après cela, elle fit demi-tour. Elle ne ramassa pas le sac, elle partit simplement, retournant dans l'étreinte de la pluie lourde et implacable. Elle serra sa fille fort comme si Junjun était son seul trésor au monde. Elle marcha sans but sous le ciel sombre et la rue silencieuse, l'eau de pluie froide semblait brûler sa peau. Elle ne savait pas où aller. Elle ne connaissait personne d'autre dans cette ville. L'espoir semblait mourir, avalé par le rugissement de la tempête alors qu'elle marchait le long du trottoir inondé. Pensant que cette nuit était la fin de tout, un faisceau de lumière brillant brilla soudainement par derrière. Une voiture ralentit et s'arrêta juste à côté d'elle. Maya fronça les sourcils, son cœur battant d'inquiétude. Qui s'arrêterait pour elle au milieu d'une tempête la nuit? La vitre côté passager descendit lentement, montrant un visage familier à un visage la regardant avec une expression de choc et d'inquiétude. Cette voix appartenait à Tess, sa collègue. Tess était l'une des rares personnes au bureau qui était amie avec elle,
partageant souvent le déjeuner ou demandant des nouvelles de Junjun. Voir son visage bienveillant était une vision que Maya n'aurait jamais imaginé être son salut. Maya restait simplement fixée, trop choquée et fatiguée pour former des mots. Ses lèvres tremblaient à cause du froid et des émotions contenues. Voyant l'état de Maya avec un enfant trempé, Tess n'eut pas besoin de poser plus de questions. Elle ouvrit immédiatement la porte de l'intérieur. Entre tout de suite, Maya. Ne reste plus là. L'enfant pourrait faire une hypothermie, commanda-t-elle d'une voix ferme mais inquiète. Ce que Tess a dit ramena Maya de sa confusion. Avec ses forces restantes, elle ouvrit la porte arrière de la voiture et plaça soigneusement Junjun sur le siège. Puis elle entra et ferma la porte, créant un moment de silence qui les séparait de l'intensité de la tempête à l'extérieur. À l'intérieur de la voiture, la chaleur du climatiseur se faisait lentement sentir, un contraste frappant avec le froid qui les avait enveloppés plus tôt. « Allons simplement chez moi. »« C'est près d'ici, » dit Tess. Alors qu'elle redémarrait prudemment sa voiture, elle jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. On voyait Maya enlever sa veste mouillée et serrer Junjun encore plus fort. « Raconte-moi tout plus tard quand tu seras plus calme. » Maya hocha simplement la tête faiblement. Elle était reconnaissante que Tess ne l'ait pas bombardée de questions. En ce moment, elle n'avait pas la force d'expliquer la tragédie. Sa priorité était uniquement Junjun. Elle frottait les bras et le dos de sa fille, essayant de rétablir la circulation. Junjun, qui tremblait tant auparavant, ne faisait plus que sangloter doucement. Ses forces semblaient épuisées. Peu de temps après, elles arrivèrent à une modeste pension. Tess gara sa voiture et aida immédiatement Maya à porter Junjun, qui était encore à moitié endormie, jusqu'à sa chambre au 2e étage. La chambre de Tess n'était pas grande, juste une pièce avec un lit, un petit placard et une table d'études. Mais pour Maya et Junjun cette nuit-là, cette pièce ressemblait au palais le plus sûr et le plus chaud du monde entier. Tess agit rapidement. Elle prit une serviette sèche dans son placard et dit à Maya de changer immédiatement les vêtements de Junjun. Pendant que Maya séchait soigneusement le corps de sa fille, Tess se précipita vers la cuisine commune au bout du couloir. Elle revint avec un bol de soupe instantanée chaude et un verre de thé chaud. « Désolé, c'est tout ce qu'il y a. » « C'est une bonne chose pour lui réchauffer l'estomac, » dit Tess en posant le plateau sur la table. Maya regarda son amie avec des larmes aux yeux. « Merci, Tess. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. »« N'y pense pas, occupe-toi de Junjun d'abord, » répondit Tess avec un sourire sincère. Maya servit lentement un peu de soupe chaude à Junjun miraculeusement, cuillère après cuillère, les couleurs sur le visage de Junjun commencèrent à revenir. Une fois le bol vide et son corps enveloppé dans l'un des grands t-shirts de Tess, Junjun s'endormit. Sa respiration était régulière et profonde. La fatigue et le traumatisme de cette journée furent enfin surmontés par la somnolence. Voyant son enfant dormir en sécurité, les défenses de Maya s'effondrèrent enfin. Elle s'assit par terre, appuyant sa tête contre le mur, et les pleurs qu'elle retenait éclatèrent enfin. Elle pleurait silencieusement, ses épaules tressaillant. Toute la douleur, la honte et le désespoir qu'elle ressentait furent libérés. Elle pleurait sur le sort de Junjun, elle pleurait la mort prématurée de son mari, et elle pleurait sur la cruauté du monde auquel elle venait de faire face. Tess s'assit à côté d'elle. Elle ne parla pas, elle frotta simplement doucement le dos de Maya. Elle laissa Maya évacuer toute sa tristesse, lui donnant de l'espace pour faire son deuil. Sa présence tranquille apportait une force extraordinaire. Une fois les pleurs calmés, ne laissant qu'un faible sanglot, Maya lui raconta tout, de la façon dont les murmures de Grandma Helena s'étaient intensifiés depuis la disparition de Marco, jusqu'au point culminant de cette nuit où elle et son enfant avaient été chassés sans merci. Elle raconta même comment elle avait laissé le sac plein de leurs vêtements car, à ce moment-là, tout ce à quoi elle pouvait penser était de s'enfuir de cet enfer. « Attends une minute, » dit Tess. Elle se leva et quitta la pièce. Quelques minutes plus tard, elle revint avec un sac à dos sale et mouillé. « Je suis retourné chez toi un instant. J'ai pensé que tu en aurais besoin. Je l'ai juste ramassé devant ton portail. » Maya regarda le sac avec des sentiments mitigés. D'un côté, elle était reconnaissante qu'elles aient encore quelques vêtements de rechange, de l'autre, ce sac était le symbole de l'adieu final de sa belle-mère. À contre-cœur, elle l'ouvrit pour regarder le contenu. Tout était mouillé et devait être séché immédiatement. Alors qu'elle sortait les articles un par un, sa main toucha un tissu épais et familier.
C'était la vieille veste en jean du regretté Marco, sa veste préférée qu'il portait souvent lors de ses sorties à moto. Grand-ma Elena avait dû fourrer les objets au hasard dans le sac. En voyant cette veste, un flashback de doux souvenirs avec Marco revint, des souvenirs de leur rire et de leur promesse d'élever Jun ensemble. La solitude douloureuse l'attaqua à nouveau. Elle serra la veste mouillée, sentant l'odeur ténue de son mari qui restait, mélangée à l'odeur de la pluie. À ce moment-là, sa main sentit quelque chose de dur bloquant la poche intérieure de la veste, une poche que Marco utilisait rarement. Par surprise, elle y glissa la main et sortit l'objet. C'était un vieux portefeuille en cuir marron appartenant à un homme, un portefeuille qu'elle pensait disparu depuis longtemps. C'était le premier portefeuille qu'elle avait offert à Marco quand ils s'étaient mariés. Les mains tremblantes, Maya l'ouvrit. À l'intérieur étaient encore cachés quelques billets de pesos mouillés, et sur le côté, leur photo de mariage était glissée. C'était une image où ils souriaient tous les deux si joyeusement, ne sachant pas que le destin les séparerait si vite. Les larmes lui montèrent à nouveau aux yeux, mais ce n'était pas ce qui l'avait surprise. Derrière la photo se trouvaient deux autres choses, une petite clé argentée, sa forme était étrange, comme une clé de tiroir ou une clé de coffre-fort, et un morceau de papier qui avait été plié en petits. Le papier semblait avoir été conservé là depuis longtemps. Le cœur battant plus vite, Maya le déplia soigneusement. Dessus se trouvait l'écriture de Marco, qu'elle connaissait bien. L'écriture était soignée mais ferme. Maya, ma chère épouse, si tu lis ceci, cela signifie que quelque chose de mal m'est arrivé et que maman a dépassé ses limites. Pardonne-moi de ne pas pouvoir prendre soin de vous. Ne pleure pas trop longtemps. Tu dois être forte pour notre championne. Si maman vous a jeté dehors, utilise tout cela pour ton avenir et celui de Jun. Maya lut ces phrases encore et encore. Que voulait-il dire par « utilise tout cela » ? À quoi servait cette clé? Et comment Marco savait-il ce qui allait se passer? Que lui cachait réellement son mari? Au milieu d'un désespoir total, un petit espoir mystérieux et étrange commença à brûler dans son cœur. Ce n'était pas n'importe quel vieux portefeuille, c'était un message final de son mari. Un indice laissé depuis l'au-delà. La nuit semblait très longue et lente. C'est comme si le temps lui-même ne voulait pas s'en aller vers le matin. Dans la petite pension de Tess, le bruit de la pluie à l'extérieur avait été remplacé par une légère bruine, laissant un froid qui imprégnait la pièce. Tess dormait profondément sur le mince lit pliable au sol. Sa respiration régulière, seul son apaisant, contrastait avec la tempête anxieuse qui faisait rage dans l'esprit de Maya sur le lit à côté d'elle. Gingin dormait paisiblement. Son visage innocent semblait calme, libéré du traumatisme qu'il venait de subir. De temps en temps, il criait dans son sommeil, appelant son père, une habitude qui n'a pas disparu depuis que Marco a disparu. En entendant cela, le cœur de Maya fut de nouveau blessé. Elle ne pouvait pas dormir non plus. Ses yeux étaient grands ouverts, fixant le plafond pâle de la pièce. Dans sa main serrée, elle sentait les deux objets froids et durs qui étaient désormais le centre de son monde, une petite clé en argent et un morceau de papier plié en petits. Elle ne pouvait pas compter combien de fois elle avait lu et relu le court message de sa défunte épouse. Chaque mot était comme un murmure de Marco lui-même, traversant la frontière entre la vie et la mort. Si mère te met dehors, cette phrase ne cessait de résonner. Marco savait déjà comment. Son épouse, qui était silencieuse, avait déjà deviné que sa propre mère commettrait un acte aussi cruel. Tout au long de cette période, Maya s'était toujours sentie seule face au comportement de grand-mère Elena. Elle s'en veut souvent, pensant que peut-être il n'est pas un bon gendre, peut-être qu'il manque d'efforts. Mais cette lettre, ce message est une validation, une défense posthume de l'homme qu'elle aime le plus. Marco savait et Marco l'a défendu. Cette connaissance apportait un certain réconfort au milieu de l'océan de tristesse et de confusion. Maya regarda la clé dans sa paume. La forme plate est unique avec des dents complexes. Ce n'est pas une clé ordinaire. Son esprit travaillait dur, essayant de fouiller chaque recoin de sa mémoire, cherchant un indice, une conversation ou n'importe quel moment qui pourrait lui donner une réponse. Au début, il n'y en avait pas. Son esprit était trop rempli des événements de ce soir. Mais lentement, comme un brouillard qui s'amincit, un souvenir commença à se former. Cela s'est produit il y a environ 1 an. Lors d'une semaine ensoleillée et paresseuse, Gingin dormait encore après s'être fatigué de jouer. Maya lisait un livre sur le canapé, tandis que Marco était assis par terre, entouré d'une pile de dossiers et de vieux documents laissés par son père.
Il disait qu'il organisait les archives familiales. Maya se souvenait qu'elle s'était moquée de son mari, trouvant cela trop sérieux pour un jour de repos. Marco a juste ri doucement. Ce n'est pas seulement du papier, chérie, avait alors dit Marco tout en cachant un épais dossier bleu. C'est notre histoire familiale, une histoire qui doit être préservée. Maya posa son livre, intéressée par le ton inhabituel de son mari. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Diverses choses. L'acte de naissance de grand-père, de vieux titres de propriété, des photos en noir et blanc, répondit Marco, les yeux ailleurs. Papa mettait tout ce qui lui tenait à cœur dans un coffre-fort à la Banque nationale, la vieille banque située au centre-ville. Papa disait, la banque est comme une forteresse. C'est plus sûr que le coffre à la maison. Maya a juste hoché la tête, n'y prêtant pas beaucoup d'attention. Pour elle, ce n'était qu'une histoire du passé. Maintenant, j'ai repris la location du coffre, continua Marco, regardant maintenant Maya plus profondément. Tous les souvenirs et les protecteurs de notre famille sont là. Ma tante, s'il se passe quelque chose à l'avenir et que tu as besoin d'une réponse, peut-être que toutes les réponses sont à l'intérieur de cette boîte. À ce moment-là, Maya a juste souri et a pensé que c'était une déclaration sentimentale d'une fille à qui son père manque. Elle a même répondu par une plaisanterie, a-t-il une carte au trésor là-bas? Marco a juste souri avec parcimonie, n'étant pas d'accord mais ne refusant pas non plus, puis s'est remis à ses documents. Cette conversation était un enterrement oublié de la routine quotidienne. Mais maintenant, au milieu du silence de ce soir, cette conversation revenait si clairement, comme si elle venait de se produire hier, coffre-fort, Banque nationale, protecteur de la famille. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler dans son esprit. La petite clé dans sa main pourrait-elle être la clé de ce coffre? Se pourrait-il que le protecteur auquel Marco faisait référence soit quelque chose de réel, quelque chose qu'il avait préparé pour ce genre d'urgence? L'espoir commençait à grandir dans son cœur. Mais cet espoir est très fragile, accompagné d'une dose égale de scepticisme. Et s'il se trompe? Et si le contenu du coffre n'était qu'une pile de vieilles photos et de lettres inutiles? Et s'il s'accroche juste à un rêve vide par pur désespoir? Attendre un message d'une personne morte ressemble à de la folie. Il utilisera ses forces restantes pour une possibilité qui n'est pas encore certaine. Maya regarda Gingin, qui dormait. Elle caressa doucement les cheveux de son fils. Ce visage est la réponse. Elle ne pouvait pas continuer à implorer la gentillesse de Tess. Il ne pouvait pas laisser Jun vivre dans l'incertitude. Quelle que soit la petitesse de la possibilité, il devait essayer. Pour Jun, il devait savoir ce qu'il y avait à l'intérieur de cette boîte. Si c'est vide, au moins il aura essayé. Il ne mourra pas de surprise. Sa décision était ferme. La fatigue dans son corps semblait disparaître, remplacée par une étrange montée d'adrénaline. Il n'abandonnera pas. Grand-mère Elena pourrait le mettre dehors, le considérer comme une ordure, mais il ne laissera pas cette femme gagner. Il se battra pour l'avenir de son fils, utilisant le dernier indice de son épouse comme seule boussole. Lorsque les premiers rayons de l'aube commencèrent à colorer l'est de teintes orangées, Maya avait déjà pris une décision. Il se leva. Il plia soigneusement le papier de Marco et le remit dans le portefeuille avec la clé. Il va à la Banque nationale aujourd'hui. Quoi qu'il l'attende là-bas, il y fera face. La nuit glaciale était terminée, et il était maintenant temps pour lui d'accueillir la nouvelle aube, l'aube qui peut apporter des réponses à tout. Le matin vint rapidement. Après s'être nettoyé, Maya trouva Tess, réveillée et préparant un petit déjeuner simple, 2 tranches de pain de mie avec de la pâte à tartiner au chocolat et 2 tasses de thé chaud. L'odeur sucrée du thé remplissait la petite pièce. Cela procurait un petit sentiment de normalité au milieu du chaos de la vie de Maya. « Où vas-tu si tôt ? Tu sembles pressé, demanda Tess en lui tendant une tasse de thé. Maya devint plus concentrée. Il hésitait un peu à raconter son plan, comme s'il s'agissait d'une scène de film. Mais quand il vit le regard vrai et sincère de Tess, il décida d'être honnête. Il raconta l'histoire du portefeuille, des clés et du message de Marco, ainsi que sa prédiction concernant le coffre-fort à la Banque nationale. De manière inattendue, Tess ne s'est pas moqué de lui et n'a pas pensé qu'il était fou. Au contraire, ses yeux brillaient de soutien. « Tu dois y aller, ma tante. Cela pourrait être l'issue pour toi. Ne t'inquiète pas pour Gingin. Laisse-le ici. Je veillerai sur lui.
Je vais dire au revoir et ne pas aller travailler aujourd'hui. La gentillesse de Tess coupa le souffle à Maya. Mais Tess. Tess l'interrompit rapidement. Considère cela comme une petite aide. Utilise mon argent pour le transport d'abord. Ne refuse pas. Tess tendit à Maya quelques billets de 100 € et la força à les accepter. Maintenant, pars. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Le cœur plein de gratitude, Maya serra son ami dans ses bras. Puis il embrassa le front de Gingin, qui dormait encore. Il murmura la promesse que tout irait bien. Puis, avec le vieux portefeuille de Marco dans son sac, il sortit vers le centre-ville, qui était plein de monde. Voyager en bus, c'est comme voyager dans une autre dimension. Par la fenêtre, la vie continue. Les gens se précipitent vers leur bureau. Les vendeurs ouvrent leurs étals. Tout le monde est occupé par sa propre vie. Le drame de vie ou de mort qu'un passager combat parmi eux est inconnu. Le cœur de Maya battait vite, un mélange de peur et d'espoir. Après environ 1 heure, il arriva à destination. Le bâtiment de la Banque nationale se dresse majestueusement et ancien au milieu des bâtiments modernes qui l'entourent. Ses grandes colonnes ont un style colonial, et le mur en marbre Kusam donnait une impression de solidité et de dignité. C'est l'endroit qui cache de vieux secrets. En prenant une profonde inspiration, Maya entra. L'atmosphère à l'intérieur de la banque était très calme. Contrastant avec le bruit extérieur, la seule chose que l'on pouvait entendre était le faible ronronnement du climatiseur et le bruit des chaussures de plusieurs clients sur le sol en marbre. Maya se sentait petite et déplacée. Sa plus belle robe, qu'elle avait empruntée à Tess, était encore simple comparée aux autres clients qui étaient habillés avec élégance. Il était réservé et timide. Il se dirigea droit vers le bureau du service client. Un jeune employé au sourire amical l'accueillit. « Bonjour madame. Comment puis-je vous aider ?» D'une voix légèrement tremblante, Maya expliqua la raison de sa venue. Il posa la petite clé en argent sur la table. Le jeune employé observa cela. Il fronça les sourcils puis tapa quelque chose sur son ordinateur. « Excusez-moi madame. Pour le coffre-fort de la Banque nationale, la procédure est un peu différente. Vous devez parler à notre directeur, Monsieur Rez. » Maya fut invitée à attendre dans une salle d'attente confortable. Chaque seconde d'attente semblait durer 1 heure. Son esprit était rempli de divers scénarios catastrophes. La clé était mauvaise, elle n'avait pas de données, ou elle serait mise dehors parce qu'on la croirait escroc. Cela ne prit pas longtemps. Un homme d'un certain âge avec autorité, Monsieur Rez, s'approcha d'elle et l'installa dans son bureau. « Bonjour, mademoiselle Maya », l'accueillit-il avec un sourire amical. « Après avoir vu votre pièce d'identité, mon employé a dit que vous aviez une clé pour un coffre au nom de feu Monsieur Marco W. Joyo. » Maya hocha la tête. Il lui remit la clé. M. Rez l'examina attentivement puis sourit timidement. « C'est exact, c'est bien la clé. » Feu Monsieur Marco était un client très méticuleux. Il a laissé une instruction très détaillée. « Une instruction ?» demanda Maya. Son cœur battait de nouveau la chamade. « C'est exact. Avant de permettre à l'héritier d'ouvrir le coffre, nous devons remettre une lettre privée qu'il nous a confiée. Cette lettre est scellée et vous seul pouvez l'ouvrir, » expliqua Monsieur Rez. Il se leva. Il ouvrit un coffre dans un coin de son bureau et en sortit une épaisse enveloppe blanche qui commençait déjà à jaunir légèrement. Sur le devant de l'enveloppe était écrit son nom, « Pour ma femme bien-aimée, Maya », de la main de Marco. Monsieur Rez remit l'enveloppe à Maya puis dit sagement, « Veuillez la lire d'abord. Je vais attendre dehors. » Seule dans cette pièce, Maya ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante. À l'intérieur se trouvaient plusieurs feuilles de papier. Ce n'était pas seulement une note mais une longue lettre. « Ma chère Maya, si tu lis ceci, cela signifie que je ne suis plus à tes côtés pour te protéger. Et Gingin, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que je suis parti si vite. Je sais que tu es triste et confuse en ce moment, mais je t'en supplie, tu dois être forte. J'ai écrit cette lettre parce que je connais ma propre mère. Je l'aime, mais je ne suis pas aveugle à son comportement, sa cupidité et son aversion. Tu as toujours été ma plus grande peur. J'ai peur qu'elle te blesse quand je ne serai plus là. C'est pourquoi j'ai préparé cela depuis longtemps sans que personne ne le sache, même toi. Je suis désolé. Je devais être confidentiel.
Je ne veux juste pas que tu t'inquiètes. À l'intérieur de ce coffre, il y a tout ce que j'ai construit pour toi et Gingin. Utilise-le pour commencer une nouvelle vie. Ne laisse personne te le prendre, surtout notre maison. La maison dans laquelle nous logeons a été achetée grâce à mon propre travail acharné avant notre mariage. Ce n'est pas une propriété familiale héritée. Le titre original, TCT ou certificat de transfert de titre, est à l'intérieur de cette boîte. Cette maison appartient à toi et Gingin. Selon la loi, ne te sens pas comme si tu ne faisais que passer. J'ai aussi laissé quelques économies, un dépôt et une police d'assurance. Peut-être pas beaucoup, mais j'espère que c'est suffisant pour te donner le temps de voler de tes propres ailes. Vivre une bonne vie. Élève Gingin pour qu'il soit un bon garçon. Parle-lui de son père, dis-lui que je l'aime beaucoup. Je t'aime toujours, Maya, alors, maintenant et pour toujours ton mari, Marco. Les larmes qu'elle avait retenues coulèrent enfin. Elle pleurait non seulement de tristesse mais aussi à cause du sentiment de soulagement et de l'amour de Marco qui était si grand, un amour qui allait au-delà de la mort. Son mari ne l'avait pas laissée comme ça. Il avait construit une forteresse pour la protéger. Après quelques minutes à se calmer, elle appela Monsieur Rez, ses yeux encore rouges, mais avec un regard qui était désormais plein de force. Je suis prête à ouvrir le coffre maintenant. Monsieur Rez l'emmena dans une pièce au mur d'acier épais, la salle des coffres. Dans la procédure stricte utilisant la clé de la banque et la clé de Maya, un tiroir métallique fut retiré. Le coffre fut emmené dans une cabine privée, quand Maya l'ouvrit, son souffle s'arrêta. Le contenu était exactement comme Marco l'avait dit. Au-dessus se trouvaient plusieurs liasses de pesos soigneusement attachées. En dessous se trouvaient plusieurs dossiers. Elle les ouvrit un par un certificat de dépôt à son nom et au nom de Jun, une police d'assurance vie avec un montant important dont elle était la seule bénéficiaire et, le plus important, un dossier épais contenant le titre TCT ou certificat de transfert de titre et l'acte de vente de leur maison complet avec toutes les preuves de paiement, tout était légitime, tout était légal, elle détenait maintenant la preuve irréfutable. Maya se sentit comme si le poids d'une montagne avait été levé de ses épaules. Elle n'était plus une mendiante. Elle avait une maison. Elle avait des fonds pour recommencer. Elle et Gingin étaient en sécurité. Au moment où elle allait fermer le coffre, elle vit quelque chose posé au fond de la boîte qui avait été recouvert par les dossiers plus tôt, une autre enveloppe. Cette enveloppe était plus épaisse, marron, et semblait dure. Sur le devant, un seul mot était écrit en lettres capitales massives, mère, au-dessus de l'enveloppe se trouvait un petit mémo avec l'écriture de Marco. Ne le donne que si elle a dépassé la limite. Maya fixa cette enveloppe. Si la première lettre était le bouclier que Marco lui avait donné, cette deuxième enveloppe semblait différente. Cette enveloppe semblait lourde, froide et dégageait une aura intimidante. Ce n'était pas un bouclier. C'était une épée, une arme ultime préparée par Marco. Une nouvelle question surgit dans son esprit. Le soulagement qu'elle ressentait fut remplacé par « Qu'y a-t-il dans cette lettre ?» Quel secret était si puissant? Pour que Marco sente qu'il devait le préparer comme son arme de dernier recours. Grand-mère Elena se réveilla le lendemain avec un sentiment de légèreté qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. La lumière du soleil matinal qui pénétrait le rideau semblait accueillir sa victoire. Elle s'étira dans son lit. Un sourire de satisfaction se dessina sur ses lèvres minces. Le silence. C'est le premier son qu'elle remarqua. Il n'y avait plus le bruit des rires ou des pleurs de Gingin qui perturbaient habituellement son sommeil. Il n'y avait plus l'ombre de Maya errant dans la maison avec un visage triste qui semblait absorber tout le bonheur. Cette maison lui était enfin revenue dans son intégralité. Elle sentait qu'elle avait réussi le nettoyage. Elle avait jeté les hamapestes qui rongeaient sa vie depuis si longtemps. Elle se leva et se dirigea vers la cuisine pour préparer son café préféré. En passant par le salon, ses yeux scannèrent les environs, propres. Il n'y avait plus de dinosaures ou de voitures miniatures éparpillées sur le sol. Il n'y avait plus de traces de la vie de sa belle-fille et de son petit-fils qu'elle considérait comme un fardeau. Pour elle, ce n'était pas une perte mais une libération. Dans son esprit, elle avait trouvé la justification parfaite pour ce qu'elle avait fait. Maya était une femme qui portait malheur. Depuis qu'elle avait épousé Marco, la petite entreprise de son défunt mari avait commencé à péricliter et, à la fin, Marco, le fils unique dont elle était fière, était mort dans un accident. Bien sûr, tout était de la faute de Maya, la mauvaise aura de cette femme, la cause certaine de tout cela.
C'était sa logique tordue qui s'était ancrée dans son esprit jusqu'à devenir une vérité absolue. Et Jun, son petit-fils, n'était qu'un prolongement de Maya. Chaque fois qu'elle voyait le visage de Gingin, elle ne voyait pas son propre sang mais l'ombre de son gendre qu'elle détestait. S'occuper de l'enfant signifiait dépenser plus d'argent pour le lait, la nourriture et, à l'avenir, les frais de scolarité. Grand-mère Elena estimait qu'elle n'avait aucune obligation pour cela. Elle était une adulte. Elle avait le droit de profiter du reste de sa vie tranquillement et confortablement, sans être troublée par les pleurs et les besoins d'un petit enfant. Cette maison, la maison que Marco avait achetée, était son droit, sa pension, sa garantie, sa sécurité pour ses vieux jours. C'est elle qui avait donné la vie à Marco, il était donc normal que tout ce que Marco possédait lui revienne. Tout en sirotant son café, elle prit son téléphone. Elle avait 2 appels importants à passer ce matin. Le premier était pour Herré, un courtier immobilier qu'elle connaissait depuis longtemps. « Allô, bonjour monsieur Ravière », salua-t-elle avec enthousiasme. « C'est moi, Elena. Je veux annoncer une bonne nouvelle. Ma maison sur la rue Sampagita est prête à être vendue. Il n'y a personne ici aujourd'hui. » La voix de monsieur Ravière se fit entendre avec enthousiasme à l'autre bout du fil. « Waouh, c'est génial, madame. Cet après-midi, je peux passer prendre des photos et mettre un panneau. »« Oui, c'est possible. »« C'est tout à fait possible, » répondit rapidement grand-mère Elena. « S'il vous plaît, trouvez un acheteur rapidement, monsieur. Je veux vendre vite. Même si nous baissons un peu le prix du marché, c'est acceptable. L'important est d'encaisser l'argent rapidement. J'ai beaucoup de projets, monsieur, dit-elle en riant doucement. En pensant à la pile d'argent qu'elle était sur le point d'obtenir après avoir raccroché avec monsieur Ravière, elle appela immédiatement un autre numéro. Le numéro de Tita Perla, sa sœur qui vit en province et sa plus fidèle commère. Elle avait besoin de répandre sa propre version avant que le reste des nouvelles ne parviennent à la grande famille. « Perla, comment vas-tu » salua-t-elle d'un ton rendu triste, une compétence qu'elle maîtrisait depuis de nombreuses années. « Ta sœur a juste quelque chose à dire. » P. US. Elle commença à broder son mensonge. Elle décrivit Maya comme une belle fille ingrate. Elle est partie, Perla. Hier soir, elle a dit au revoir. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus supporter de vivre avec le vieil homme. Elle voulait trouver sa propre vie à l'extérieur. Je lui ai dit, j'ai essayé de l'arrêter mais elle était têtue. Gingin a même été emmené sans aucune raison. Mon pauvre petit-fils. Sa mère l'a traîné on ne sait où. Le cœur de sa sœur était brisé. Sa sœur avait déjà perdu son enfant. Maintenant, elle était abandonnée par son seul petit-fils. Grand-mère Elena réussit même à verser quelques fausses larmes pour rendre son histoire plus crédible. Sa sœur à l'autre bout du fil la crut bien sûr immédiatement. Maya fut inondée de paroles blessantes et elle plaignit le sort de sa sœur. La mission fut un succès. Son image de belle-mère opprimée était sauve à midi. Après l'arrivée de monsieur Ravière qui installa un grand panneau à vendre devant la maison, le sentiment de victoire de grand-mère Elena atteignit son apogée. Elle marcha de pièce en pièce. Elle caressa les meubles que Marco avait laissés derrière lui et commença à compter. L'argent de la vente de la maison, elle l'utiliserait pour rénover la maison que ses parents avaient laissée en province et la rendre plus luxueuse que celle du voisin. Le reste, elle l'utiliserait pour acheter de nouveaux bijoux en or et s'inscrire à l'Umra, un pèlerinage pour que tout le monde puisse voir à quel point elle était prospère et salée, pieuse, dans sa vieillesse. Elle sourit joyeusement. Enfin, après un mois rempli de tristesse après la mort de Marco, son avenir semblait très radieux. Il était presque midi alors qu'elle était occupée à regarder une télésérie à la télévision tout en mangeant de la banane frite. Banane. La sonnette retentit, un peu agacée car son moment de détente était interrompu. Elle se dirigea vers la porte pour l'ouvrir. Un coursier en uniforme se tenait là, tendant un paquet de documents. « Excusez-moi, madame. Il y a une lettre pour mademoiselle Elena, dit le coursier. » Grand-mère Elena signa négligemment la preuve de réception. Elle jeta un coup d'œil à la grande enveloppe brune. Dans le coin supérieur gauche se trouvait un logo et un nom qui lui était inconnu, cabinet d'avocat. Ricardo Carding Diaz. C'était peut-être juste une lettre d'offre de la banque ou une promotion d'assurance, pensa-t-elle. Elle la posa sur la table et continua à regarder sa télésérie joyeusement. Juste après la fin de la télésérie, elle se souvint de la lettre.
Avec une petite surprise, elle prit le coupe-papier et déchira le bout de l'enveloppe. Elle en sortit quelques feuilles de papier avec un en-tête officiel. Elle commença à lire la première ligne, objet, lettre d'adieu et d'avertissement. Son front se plissa un peu par curiosité. Elle continua sa lecture, conformément aux dernières volontés et au testament certifié par le tribunal en vertu du numéro d'enregistrement 20 PDTP 2025 PN Manille établi par feu Monsieur Marco. Le cœur de grand-mère Elena commença à battre plus vite. Dernière volonté et testament, Oisa. Marco n'avait jamais rien dit à propos d'un testament. Nous vous informons par la présente que tous les biens, meubles et immeubles enregistrés au nom de feu Monsieur Marco Ouillot, y compris, mais sans illimité, les comptes bancaires, les polices d'assurance et la propriété du 12 rue Sampagita, reviennent légalement aux héritiers légitimes. Son épouse Mademoiselle Maya et son fils Junjun. La main de grand-mère Elena commença à trembler. Le verre de thé sur la table oscilla légèrement alors qu'elle le lâcha accidentellement. Elle relut la phrase. Ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. Pas question. C'est forcément une erreur. C'est une arnaque. Elle se força à lire le dernier paragraphe, le paragraphe qui devint le dernier clou du cercueil de ses rêves. Sur la base des points ci-dessus, nous vous informons par la présente que le statut de Mademoiselle Elena est désormais celui d'une personne vivant dans une propriété qu'elle ne possède pas. Nous vous donnons le temps de libérer volontairement les lieux avant d'engager des poursuites judiciaires. Le monde de grand-mère Elena devint immédiatement silencieux. Le bruit de la télévision qui était fort auparavant semblait très lointain. Les couleurs autour d'elle semblaient s'estomper et devenir grises. La lettre tomba de sa main affaiblie. Elle vola et atterrit sans un bruit sur le tapis. Son souffle se coupa dans sa gorge. Ses jambes ressemblaient à de la gelée. Son corps ne pouvait plus se soutenir. Elle s'effondra et s'assit sur le canapé. Le triomphe qu'elle avait ressenti toute la journée n'était qu'une illusion. Le palais magnifique qu'elle avait construit dans son imagination s'était effondré et transformé en cendres en quelques minutes. Elle n'était pas la reine de cette maison. Elle n'en était pas non plus la propriétaire. Elle n'était qu'une gardienne, une occupante sans titre. Silencieuse. Le seul son qu'elle pouvait entendre était le tic-tac de l'horloge murale du salon qui brisait le silence assourdissant. Pour grand-mère Elena, chaque tic-tac de l'horloge était comme le marteau d'un juge tombant pour condamner son sort. Elle était toujours assise faiblement sur le canapé. Ses yeux fixaient d'un regard vide la lettre posée sur le sol, une lettre de l'enfer. Son esprit refusait d'accepter cette réalité. C'était un mauvais rêve. Elle se réveillerait bientôt et tout redeviendrait normal. Elle ferma les yeux étroitement et les rouvrit. La lettre était toujours là. Le papier blanc semblait se moquer d'elle, riant de sa sottise. D'une main qui tremblait encore, elle se pencha et la ramassa. Elle la lut et la relut, espérant qu'au moins un mot changerait. Mais la rigidité et la froideur du langage juridique ne laissaient pas la moindre faille pour une interprétation erronée. Tout était définitif. Maya et Jonjun étaient les propriétaires légitimes de cette maison. La première vague qui la frappa fut le déni, rapidement suivie d'une seconde vague encore plus intense, la panique pure. Son esprit, qui était vide auparavant, était maintenant rempli de scénarios terrifiants. Elle allait être expulsée de cette maison. Où irait-elle? Vivre avec Perla en province? C'était embarrassant. Elle ne pouvait pas supporter l'humiliation devant son frère et ses proches après s'être tant vantée de sa réussite. Vivre dans un petit appartement? Elle n'avait pas d'argent. L'allocation mensuelle de Marco était sa seule source de revenus. Et maintenant, elle réalisait que cet argent pouvait s'arrêter. Elle serait vieille, pauvre et seule. Mendiante. Le mot qu'elle avait prononcé hier à Maya revint et frappa son propre visage 100 fois plus fort. Sa respiration devint courte et rapide. Sa poitrine semblait oppressée comme si elle était pressée. L'arrogance et la colère qui avaient été son bouclier pendant si longtemps s'étaient maintenant effondrées, la laissant nue face à la peur. Elle réalisa que la seule personne qui pouvait l'aider maintenant était la personne qu'elle détestait. Maya était sa belle-fille qu'elle venait de chasser comme un animal. Une vérité si amère et humiliante. Elle devait changer de stratégie immédiatement. Le masque de l'arrogance devait être retiré et remplacé par un masque de remords. Elle devait supplier, plaider et si nécessaire ravaler son propre crachat. Elle devait remettre Maya sous son emprise avant que l'avocat ne puisse aller plus loin. Avec cette pensée en tête,
elle prit son téléphone. Sa main tremblait tellement qu'elle composa le mauvais numéro plusieurs fois. Enfin, elle trouva le contact Maya qu'elle n'avait pas encore effacé. Elle prit une grande inspiration. Elle essaya d'ajuster sa voix pour qu'elle soit rauque et pleine de regrets, puis appuya sur le bouton vert. Au même moment, dans la chaleureuse pension de Tess, Maya venait de finir de lui raconter tout ce qu'elle avait découvert. Tess la serra fort dans ses bras, compatissant au soulagement et au bonheur de son amie. « Je sais que tu es forte, ma tante. Je sais que Marco ne te laisserait pas tomber comme ça, » dit Tess. Un rire de soulagement sortit enfin des lèvres de Maya, le premier rire réel et sincère depuis le mois dernier. Gingin, qui était occupé à dessiner, rit aussi en voyant sa mère heureuse. L'atmosphère pleine d'espoir fut soudainement interrompue par la sonnerie du téléphone de Maya. Maya ramassa le téléphone sur la table. Le nom de sa belle-mère apparut sur l'écran. Le sourire sur son visage s'effaça immédiatement. Son cœur battait fort. Cette fois, ce n'était pas par peur mais par prudence. Pourquoi cette femme l'appelait elle? Tess, qui vit le changement d'expression faciale de Maya, la calma immédiatement. Réponds. Affronte-la. Rappelle-toi, c'est toi qui as le contrôle maintenant, chuchota Tess, lui donnant de la force. Maya hocha la tête. Elle prit une profonde inspiration puis fit glisser le bouton vert. Allô, salua-t-elle. Sa voix était plate et froide. Un sanglot se fit entendre à l'autre bout du fil. Maya, mon enfant, c'est maman. La voix de grand-mère Elena semblait rauque et tremblante, une performance dramatique extraordinaire. Maya resta silencieuse et ne répondit pas. Grand-mère Elena sentit qu'on lui avait donné une scène, alors elle continua son jeu d'actrice. Ma fille, pardonne-moi pour hier soir. Vraiment? Je m'excuse. J'ai trop réfléchi, le stress depuis que ton père a disparu. Je ne le pensais pas, ma fille. J'ai fait une erreur. Je suis vraiment désolé. Maya était toujours silencieuse. Son esprit rejouait le souvenir de Gingin grelottant sur la terrasse. Le stress a fait faire une erreur. Cette raison semblait très superficielle et insultante. Rentre à la maison, ma fille. Rentre. Oui, c'est aussi ta maison, la maison de Junjun. L'insistance de grand-mère Elena reprit. Sa voix devint encore plus pitoyable. Grand-mère regrette tellement Gingin. La maison a été silencieuse toute la journée sans lui. Je n'ai pas pu dormir de la nuit. Je n'ai pas pu manger. Je n'arrêtais pas de penser à vous deux dehors, je l'ai. Pardonne à grand-mère, chérie. Maya faillit éclater de rire en entendant cela. Quel genre de solitude venait d'apparaître après l'arrivée de la lettre de l'avocat? Elle jeta un coup d'œil à Junjun qui la regardait maintenant d'un air interrogateur. Elle caressa la tête de sa fille puis se reconcentra sur l'appel. Cette pièce de Sandiwara suffisait. Après que grand-mère Elena eut terminé sa série de fausses excuses et de regrets, tout ce qu'elle obtint de Maya fut le silence, un silence qu'elle sentait plus effrayant que la colère. Maya, es-tu toujours là, ma fille? Demanda grand-mère Elena avec inquiétude. Enfin Maya parla. Sa voix semblait calme, claire et sans émotion, un silence mortel. Je rentrerai demain, maman. Un rayon d'espoir brilla immédiatement dans le cœur de grand-mère Elena. Succès. Son plan avait réussi. Oh, merci, ma fille. Je préparerai ton plat préféré et celui de Gingin. Mais je ne suis pas seule, coupa Maya. L'euphorie de grand-mère Elena fut tuée. Grand-mère Elena fronça les sourcils. Que veux-tu dire? Tu es avec ton ami. S'il vous plaît, préparez-vous, maman, à rencontrer mon avocat. Ces trois derniers mots frappèrent grand-mère Elena comme un coup de foudre. Avocat. Mon avocat. Ce n'étaient pas les mots qu'une belle fille soumise et faible dirait. C'étaient les mots qu'un ennemi dirait. Après avoir dit ces mots, Maya éteignit immédiatement le téléphone, ne laissant pas à grand-mère Elena la chance de répondre. Grand-mère Elena fixa l'écran de son téléphone qui était maintenant noir. La voix froide de Maya et le mot « avocat » n'arrêtaient pas de résonner à ses oreilles. Son dernier espoir s'était envolé. Elle ne croyait pas à ses taquineries. Elle ne rentrerait pas comme une belle-fille qu'elle pourrait contrôler, mais comme la propriétaire légitime de la maison venant avec son conseiller juridique. La peur qui s'était calmée plus tôt revenait maintenant en force.
Elle était saisie d'une horreur absolue. Demain le jour du jugement viendrait et elle n'était pas prête. Le lendemain matin arriva avec une atmosphère très différente. Ce n'était pas le matin plein de désespoir ou d'incertitude. Aujourd'hui est le jour des comptes. Dans la petite pension, Maya se prépare non pas seulement à partir mais à se battre, une bataille sans armes qu'elle gagne par le silence et la vérité. Elle se tient devant un petit miroir fissuré dans un coin, ajustant son reflet. Son visage est toujours pâle et il y a des cernes sous ses yeux, reste d'une nuit sans sommeil. Pourtant, le regard dans ses yeux est différent. Il y a du feu là, un petit feu qui a été allumé par l'espoir et qui brûle maintenant en une décision ferme. Tess l'aide à choisir ses vêtements. Rien de tape à accent grave l'œil, une simple blouse en batik un peu trop grande et une longue jupe sombre, des vêtements propres et décents. Tu as l'air forte, ma tante, dit Tess en ajustant la couleur de la blouse de son amie. Cette tenue n'est pas pour être féroce mais pour montrer de la dignité d'une femme et d'une mère qui vient réclamer ses droits. Avant de partir, elle serra Gingin fort dans ses bras. Son fils la regardait naïvement, ne comprenant pas tout à fait pourquoi sa mère devait retourner chez la méchante grand-mère. « Je pars pour un moment, chérie, » murmura Maya en embrassant le front de Gingin. « Maman va reprendre notre maison pour que tu puisses à nouveau jouer dans ta chambre. Tu restes ici avec tante Tess pour l'instant. Sois une sage petite fille. »« Oui, maman. »« Si nous avons à nouveau une maison, est-ce que tante Tess pourra jouer dans notre maison ?» demanda-t-elle. Cette question simple frappa Maya avec une vague d'émotion. « Bien sûr, ma fille. Bien sûr. Bien sûr. » Elle confia Junjun aux soins de Tess. Son cœur se sentait un peu plus léger sachant que son fils était entre de bonnes mains. Maya rencontra l'avocat Ricardo Carding Diaz dans un petit café non loin du cabinet de l'avocat. L'homme doux la salua avec un sourire calme qui était contagieux. Il commanda un thé chaud pour Maya. Il vit la main de sa cliente qui tremblait un peu. « Nerveuse ?» demanda-t-il doucement. Maya hocha la tête. « Un peu, monsieur. »« C'est normal, » dit l'avocat Diaz. « Rappelez-vous mademoiselle Maya, aujourd'hui nous allons simplement exposer les faits. Vous n'avez pas besoin de discuter. Vous n'avez pas besoin de céder à l'émotion. Laissez les documents parler. Votre belle-mère va probablement être testée de diverses manières, de la supplication à la manipulation par les larmes, jusqu'à la colère et les accusations. Quand cela arrivera, restez calme. Regardez-moi et laissez-moi gérer. » Puis il tendit à Maya un dossier épais. À l'intérieur se trouvait une copie officielle des dernières volontés et du testament certifié par le tribunal, une copie du titre de propriété de la maison et d'autres documents justificatifs. En tenant ce dossier dans sa main, Maya ressentit un regain de force. Ce n'était plus seulement de la foi. C'était une preuve écrite noir sur blanc. « Je l'ai, monsieur. J'étais prête. » Le trajet vers la rue Sampagita sembla court lorsque la voiture de l'avocat Diaz tourna dans la rue menant à leur maison. La première vue qui les accueillit fut un grand panneau jaune dressé devant la cour. Les grandes lettres rouges dessus semblaient crier « À vendre. Contrat Ravière 08120. » Cette scène était très ironique, un monument à la cupidité qui était vrai. Maya prit une profonde inspiration, sa belle-mère n'avait vraiment pas perdu de temps. Ils se garèrent et marchèrent vers la porte principale, chaque pas semblait lourd comme si elle marchait à travers l'histoire de sa souffrance. C'était l'endroit où elle avait espéré construire une famille heureuse et c'était aussi l'endroit d'où elle avait été jetée au milieu de la tempête. L'avocat Diaz marchait à ses côtés. Sa présence solide lui donnait de la force. Maya leva la main et sonna. Après quelques instants de nervosité apparente, la porte s'ouvrit. Grand-mère Elena se tenait à la porte. Son apparence était loin de l'arrogance d'il y a 2 jours, son visage était sinistre. Ses yeux étaient gonflés et rouges et elle força un sourire qui ressemblait plus à de la douleur. En voyant Maya, elle tendit immédiatement les mains, essayant de serrer sa belle-fille dans ses bras. « Maya, tu es enfin à la maison, ma chérie. » « J'étais si inquiète, » cria-t-elle d'une voix rauque qui était feinte. Mais Maya n'avança pas. Elle resta debout. Elle ne répondit pas à l'étreinte. Son attitude froide et distante fut sa première réponse. « Bonjour, maman. » Son ton était poli mais sans chaleur. Voyant la scène, l'avocat Diaz fit immédiatement un pas en avant. Le drame familial gênant fut écourté. « Bonjour,
mademoiselle Elena. Permettez-moi de me présenter, je suis Diaz, le conseiller juridique de mademoiselle Maya, dit-elle d'une voix calme mais ferme. La mention d'un conseiller juridique changea immédiatement l'atmosphère de la rencontre, passant du drame familial à une affaire officielle. Le sourire sur le visage de grand-mère Elena se figea. Elle regarda l'avocat Diaz avec prudence, puis recommença à regarder Maya avec un faux air de blessure. Un avocat? Pourquoi as-tu un avocat, ma fille? Nous pouvons régler le problème familial correctement. Entrons et parlons à l'intérieur, madame, dit l'avocat Diaz, ignorant la question et les invitant poliment à entrer. Ils s'assirent dans le salon sur le même canapé où grand-mère Elena s'était effondrée après avoir lu la lettre d'avertissement hier. Ironiquement, maintenant elle était assise sur le bord du canapé comme si elle était tendue et acculée. Tandis que Maya et l'avocat Diaz étaient assis calmement face à elle. La table basse en verre entre eux devint la scène principale. Sans introduction, l'avocat Diaz ouvrit sa mallette et sortit le dossier qu'il avait donné à Maya plus tôt. Il posa les documents un par un sur la table. Dernière volonté, titre de propriété, acte de vente. Mademoiselle Elena, notre venue aujourd'hui est pour renforcer ce que nous avons déclaré dans la lettre hier. Conformément à la loi en vigueur et aux dernières volontés de votre défunt fils, tous les biens de cette maison, y compris son contenu, ont été entièrement transférés à la propriété de mademoiselle Maya et de son fils Gingin. Chaque mot prononcé par l'avocat Diaz résonnait comme un marteau. Grand-mère Elena regardait les documents comme s'il s'agissait de serpents venimeux. Son masque de tristesse commença à se fissurer. Non, ce n'est pas possible, chuchota-t-elle. Tous ces documents sont authentiques et certifiés par les agences gouvernementales, madame, continua patiemment l'avocat Diaz. Feu monsieur Marco a tout préparé très soigneusement. À ce moment-là, le masque de grand-mère Elena s'effondra. Le rejet se transforma rapidement en frénésie. Son visage devint rouge et les veines de son cou se gonflèrent. Faux. Tout cela est faux, cria-t-elle, désignant les documents d'un doigt tremblant. Je ne le crois pas Marco, envers sa propre mère, ne pourrait pas me faire ça. Puis elle tourna son regard furieux vers Maya. C'est ton œuvre, espèce de femme serpent. Tu as certainement influencé mon fils. Tu lui as lavé le cerveau pour qu'il combatte sa propre mère. Tu as jeté un sort. Maya reste toujours silencieuse. Elle se rappela le message de l'avocat Diaz de ne pas céder. Elle regarda juste sa belle-mère avec un regard difficile à expliquer. Voyant le silence de Maya comme une faiblesse, grand-mère Elena devint encore plus en colère. Elle se leva, haletante. Ses yeux brûlaient de colère et de désespoir. Je sais que tu as utilisé la sorcellerie. Sorcellerie, filtre d'amour, potion que tu as utilisée sur mon fils pour le faire t'obéir et oublier la mère qui lui a donné la vie. Femme sans pudeur. Cette dernière accusation, l'accusation d'utiliser la magie noire pour manipuler l'amour de son mari, est l'outrage ultime. Cela souillait le souvenir sacré que Maya avait de Marco. C'était la limite. La colère de grand-mère Elena dépassait la limite que Marco avait écrite dans son message. À ce moment-là, Maya passa à l'action. Avec des mouvements calmes et mesurés, elle prit son sac à main. Tout le bruit dans la pièce sembla s'arrêter, attendant de voir ce qu'elle allait faire. Elle ne cria pas. Elle ne répondit pas. Elle sortit simplement une épaisse enveloppe brune de l'intérieur de son sac, la même enveloppe qu'elle avait trouvée sous le coffre de dépôt. Très lentement, elle la plaça sur la table en verre entre elle et sa belle-mère. Le cri de grand-mère Elena resta coincé dans sa gorge. Ses yeux étaient fixés sur cette enveloppe. Dans l'écriture qu'elle connaissait, elle reconnut l'écriture de Marco, son fils. Maya releva la tête, regardant droit dans les yeux de grand-mère Elena. Sa voix sortit claire et ferme. Le silence profond est rompu. Marco vous a confié ceci, maman. Soudain, la pièce tomba dans le silence. Même le son de l'horloge murale semblait retenir son souffle. L'enveloppe brune atterrit au milieu de la table. Elle devint le centre de toutes les tensions. Grand-mère Elena la fixa avec un mélange de peur et de surprise. L'écriture de Marco ici est très authentique, un écho du passé qui venait la juger. Sa colère qui brûlait plutôt s'apaisa, remplacée par un mauvais pressentiment froid qui lui parcourut le dos. Qu'est-ce que c'est encore? Quelles autres surprises son fils a-t-il préparées? D'un mouvement brusque, essayant de cacher sa main tremblante, grand-mère Elena arracha l'enveloppe de la table.
Elle la déchira avec impatience. Elle en sortit quelques feuilles de papier pliées à l'intérieur. L'avocat Diaz et Maya regardaient simplement en silence. Cela laissait de l'espace pour que ce moment de vérité soit exprimé. Grand-mère Elena commença à lire. La première ligne la perça immédiatement. Oui, j'écris cette lettre avec un cœur très lourd, une lettre que j'espère que tu n'auras jamais à lire. Ce n'est pas une lettre d'excuse ou une lettre de deuil pour un enfant. C'est une lettre de confrontation. Grand-mère Elena continua sa lecture et chaque paragraphe qu'elle parcourait était comme une couche de peau qui est retirée de son ego, exposant tous ses mensonges. Depuis que je t'ai présenté Maya, je l'ai vue. J'ai vu ton regard de désapprobation, la façon dont tu la compares à d'autres femmes, la façon dont tu fais résonner ses origines simples. Je me suis tue, maman. Je me suis tue parce que j'espérais que le temps changerait ta perspective. J'espérais que tu verrais la bonté de cœur et la loyauté de la femme que j'aime comme moi je l'ai fait, mais j'avais tort. Mon espoir était inutile. Le visage de grand-mère Elena s'est durci. Il se souvenait clairement de tous ces événements, la fête de famille où il avait intentionnellement loué le fils d'une connaissance riche devant Maya, son commentaire sur la cuisine de Maya qu'il jugeait trop provinciale et vulgaire. Il avait fait tout cela intentionnellement, espérant que Marco se réveillerait et quitterait cette femme. Il s'avère que Marco n'est pas aveugle. Il a tout vu. La lettre continuait. Le ton devenait de plus en plus ferme et rempli de frustration. Tu sais que tu ne l'as jamais vraiment accepté. Et après la naissance de Gingin, je pensais que la présence d'un petit-fils adoucirait ton cœur. Encore une fois, j'avais tort. Tu peux même me demander de l'argent dans le dos de Maya quand il y a une raison, pour les besoins quotidiens. Alors que je sais que le budget que je donne est plus que suffisant, tu t'es plainte à moi que Maya est avare, alors que c'est lui qui travaillait dur pour redresser nos finances afin que nous puissions épargner pour l'avenir de Gingin. Tu as essayé de nous détruire. L'esprit de grand-mère Elena s'envola vers un après-midi quelques mois avant la mort de Marco. Il avait appelé Marco au bureau, s'était plaint du manque d'argent et avait blâmé Maya. Marco était resté silencieux au téléphone, puis avait transféré l'argent sans faire beaucoup de commentaires. Grand-mère Elena pensait que sa fille la croyait. Maintenant, il réalisait que le silence de Marco n'était pas un signe d'accord mais un signe de profonde déception. Plus il lisait, plus ses défenses s'effondraient. La lettre est un miroir qui montre tous les maux de son caractère qu'elle a longtemps caché derrière le masque de la maternité. Le point culminant est le paragraphe qui explique la raison derrière le testament. Alors maman, ne blâme pas Maya pour ce testament. Ce testament n'est pas là à cause de son influence. Ce testament est là pour toi parce que je te connais mieux que quiconque. Je sais que si je ne fais pas cela, tu prendras tout. Tu peux même chasser ma femme et mon enfant, mon propre sang, pour de l'argent et une maison. Ce testament est mon seul moyen de les protéger quand je ne peux plus le faire. C'est la conséquence de tes propres actions. Grand-mère Elena était stupéfaite. Un déni restait bloqué dans sa gorge. Il ne s'ennuierait plus. Son propre fils avait écrit son verdict. Il a été jugé et reconnu coupable par son propre fils. Et puis vint le coup final, le coup qui non seulement brisa sa dignité mais détruisit aussi les fondations de son avenir. Comme mon hommage final, hommage, je ne te laisserai pas vivre dans la pauvreté. Pendant tout ce temps, les versements mensuels que j'envoyais régulièrement sur ton compte et que je disais être en plus de mon salaire n'étaient pas vraiment mon argent. C'était un fonds d'investissement provenant du reste du fonds de retraite de mon défunt père que je gérais. Je l'ai fait exprès pour que tu te sentes toujours respecté. Cependant, j'ai également passé un accord avec la banque, s'il y a un litige juridique concernant mes biens impliquants, ou si ce testament est officiellement lu par un avocat, le versement de ce fonds mensuel s'arrêtera définitivement le jour même. J'ai tout organisé. Pardonne-moi, mère. Apprends à vivre seul. Le papier tomba de sa main, vola et tomba sur le sol pour la deuxième fois en 2 jours, mais cette fois, l'impact fut plus dévastateur. Ce n'était pas seulement la maison qui était perdue, pas seulement l'héritage. Sa seule source de subsistance, son dernier filet de sécurité, était coupé. Marco n'avait pas seulement construit un fort pour protéger Maya, il avait aussi détruit le palais de grand-mère Elena jusqu'à ses fondations. Une voix rauque, comme celle d'un cheval, sortit de sa bouche, ressemblant plus au gémissement d'un animal blessé qu'à une voix humaine. Pas Marco, mon fils. Il regarda Maya dont les yeux étaient maintenant vides. Plus de colère, seulement une défaite totale.
Peux-tu faire cela à la mère qui a donné la vie à ton mari? Murmura-t-il, une dernière tentative triste pour chercher de la sympathie. Maya, qui était restée de pierre, regarda enfin sa belle-mère droit dans les yeux. Pour la première fois, elle laissa paraître un peu de douleur. Tu parles d'être de pierre, cruelle, mère? Sa voix était basse mais tranchante. Où était ton cœur quand ton propre petit-fils, le fils du fils dont tu étais fier, grelottait de froid et de faim sur le tarmac pendant 5 heures? Où était ton cœur quand tu lui criais dessus en disant qu'il était un fardeau? Un droit de mère? Où était le droit de Gingin en tant que petit-fils? Cette question n'avait pas besoin de réponse. Grand-mère Helena retomba sur le canapé. Son corps tremblait à cause des sanglots qui étaient maintenant réels, les cris d'une perdante qui avait tout perdu à cause de sa propre cupidité. Voyant qu'il n'y avait plus rien à discuter, Maître Diaz se leva. Il regarda grand-mère Helena avec un regard professionnel et froid. Selon la procédure, nous vous donnons 4 heures pour emballer vos effets personnels et quitter volontairement cette maison, dit-il fermement. Après cela, oui, nous serons contraints de prendre des mesures légales pour une expulsion forcée. S'il vous plaît, coopérez. Cet ultimatum était la fin de tout. Il n'y avait pas de place pour la négociation. Maya se leva. Elle suivit Maître Diaz. Elle ne regarda pas en arrière. Elle n'avait plus besoin de voir la destruction de cette femme. En franchissant la porte, elle passa devant l'enseigne Ibenebenta qu'elle s'apprêtait à retirer et respira l'air libre. Elle ne ressentait pas l'euphorie de la victoire. Elle se sentait vide, triste, mais tout de même en paix. La bataille était terminée. La justice qui avait été préparée par l'amour de son mari depuis l'au-delà était enfin accomplie. Il laissait grand-mère Helena seule à l'intérieur de cette maison pour pleurer sur les ruines qu'elle avait créées de ses propres mains. Les 48 heures parurent une éternité remplie de chocs. Maya et Gingin passèrent ces 2 jours dans la pension de Tess dans une sorte d'attente étrange. D'un côté, il y avait la peur que grand-mère Helena refuse de partir ou cause des problèmes. De l'autre, il y avait un rayon d'espoir très brillant, l'espoir qu'ils pourraient enfin rentrer chez eux dans un endroit qui pourrait vraiment être appelé foyer. Tess avait été leur ange gardien pendant cette transition. Elle s'était assurée que Gingin soit heureux en l'invitant à dessiner et à regarder des dessins animés, tandis qu'elle avait été une oreille attentive et un soutien pour Maya qui ne cessait de réfléchir. Maya utilisa ce temps pour tout comprendre. Cette victoire était étrange, mêlée à la tristesse restante de la famille effondrée. Il n'y avait pas de cri de joie. Il n'y avait qu'un soulagement profond et silencieux. Exactement après les 78 heures, Maître Diaz appela. Il envoya un membre du personnel pour vérifier la situation et confirmer que personne n'était à la maison. La clé de la maison, comme convenu, fut laissée sous le paillasson. Le moment qu'il attendait était enfin arrivé. Le cœur battant, Maya prit la main de Gingin. Après avoir profondément remercié Tess et promis de lui rendre sa gentillesse immédiatement, ils marchèrent vers leur maison située à quelques pâtés de maison. Chaque pas semblait devenir plus réel. En voyant le portail noir, Gingin tira la main de sa mère. « Et, est-ce que grand-mère est encore à l'intérieur » demanda-t-elle d'une voix basse. Il y avait un ton de peur dans sa voix. Maya s'agenouilla. Elle se mit à la hauteur de sa fille. Elle tint ses 2 petites épaules et regarda dans les yeux de Gingin avec un regard doux mais ferme. « Grand-mère est partie, mon chéri. Maintenant, c'est notre maison. Maman est juste Gingin. Tout le monde est en sécurité maintenant. » La conviction dans les yeux de sa mère sembla suffire à calmer Gingin. Maya prit la clé sous le paillasson, sentant la froideur du fer dans sa main. Elle inséra la clé dans le trou de la serrure. Elle la tourna et poussa la porte. Ils entrèrent dans le silence. La maison leur semblait étrange. L'écho de leurs pas s'entendait clairement dans la pièce vide. Grand-mère Helena était partie. Elle avait emporté tous ses effets personnels avec elle. Sa chambre était complètement vide. Seul un lit et un vieux meuble en bois restaient. Ses photos, ses objets en céramique, ou même l'odeur de son huile médicinale préférée qui était toujours là avait disparu. Son départ semblait avoir aspiré toute la vieille énergie qui pesait sur cette maison. L'air semblait plus léger, plus facile à respirer. Gingin, qui s'était caché derrière les pieds de sa mère, reprit lentement courage. Ses yeux ont regardé autour d'eux, et il sembla alors que la menace avait réellement disparu. Il lâcha la main de sa mère et courut vers sa propre chambre. « Mes jouets,
cria-t-il joyeusement. Il vit tous ses jouets encore soigneusement cachés à l'intérieur de la boîte. Grand-mère Helena, dans sa hâte, n'avait pas eu le temps de toucher aux affaires de son petit-fils. Le son du rire joyeux de Gingin commença à remplir le vide de cette maison. C'était comme la première musique jouée sur une nouvelle scène. Ce son était le signe que la vie était revenue. Voyant son fils heureux, Maya sentit son cœur se réchauffer. Elle posa son sac et commença un rituel. Ce n'était pas seulement un simple déménagement. C'était un processus de réappropriation, de reconquête de leur espace de vie. La première chose qu'elle fit fut d'ouvrir toutes les fenêtres et portes de la maison. La brise de l'après-midi entra, ainsi que la lumière restante du soleil, chassant l'air étouffant et les mauvais souvenirs laissés derrière. Puis elle entra dans la chambre principale, la chambre avec Marco que grand-mère Helena avait utilisée le mois dernier. Elle retira les draps, la tête d'oreiller et la couverture du lit avec dégoût. Elle les roula et les mit dans un grand sac poubelle. Elle ne les laverait pas. Elle les jetterait avec toutes les traces de cette femme. Elle les remplaça par des draps propres qu'elle avait sortis de son sac, des draps avec un motif de petites fleurs d'astère qu'elle avait acheté avec Marco. Pendant plusieurs heures, elle nettoya la maison sans relâche. Elle balaya chaque coin, lava le sol avec un nettoyant frais au parfum de citron et essuya la poussière de chaque surface. Chaque mouvement de balayage et de lavage était comme une action symbolique, éliminant le passé sale et préparant une toile propre pour l'avenir. Ce soir-là, pour la première fois, elle cuisina dans sa propre cuisine avec un sentiment de paix. Le menu était simple, du riz chaud et des œufs frits avec de la sauce soja que Gingin adorait. Ils s'assirent tous les deux à table. D'habitude, le dîner dans cette maison était toujours accompagné de regards malveillants ou de sous-entendus tranchants de grand-mère Helena. Mais ce soir, c'est calme et confortable, accompagné par le bavardage de Gingin sur son dinosaure. Miam. L'œuf est délicieux, dit Gingin la bouche pleine. Maya sourit, un sourire sincère qui atteignit ses yeux. Mange beaucoup, hein, Jagoan, le champion de maman. Dans ce moment simple, sous la chaude lumière jaune, Maya ressentit une véritable victoire. La victoire n'était pas quand elle avait vu sa belle-mère s'effondrer, mais maintenant qu'elle pouvait s'asseoir calmement et voir sa fille manger avec délice dans leur propre maison sans peur. Après que Gingin se fut endormi dans sa chambre confortable, Maya traversa lentement la maison. Elle toucha le mur, la poignée de porte, le cadre photo de son mariage avec Marco qui était toujours accroché au mur de la salle familiale. « C'est ma maison », se murmura-t-elle à elle-même. « C'est notre maison. » La sécurité qui avait été perdue depuis si longtemps était revenue et l'enlaçait. Elle se sentait protégée non seulement par les murs de cette maison mais aussi par l'amour de Marco qui ne s'était jamais affadi. Elle entra dans sa chambre et décida d'organiser le reste des affaires de Marco qui se trouvaient dans le placard. Dans le tiroir du bas du bureau de son mari, elle vit une petite boîte en bois. Elle se souvint que ce tiroir était toujours verrouillé. Par surprise, elle prit le porte-clés de la moto de Marco, qui se trouvait dans le coffre de la banque. L'une des petites clés du porte-clés correspondait à la serrure du tiroir. Le tiroir s'ouvrit avec un son doux. Il n'y avait pas grand-chose à l'intérieur, juste quelques vieux livrets de compte et une pile de papier, mais ses yeux s'arrêtèrent sur une enveloppe blanche posée tout en haut. Cette enveloppe n'est pas scellée. Sur le devant est écrit le nom Ina avec l'écriture de Marco. Cette lettre semble plus ancienne. Le papier était un peu plus terne que la lettre qu'il avait donnée à grand-mère Helena hier. C'est une lettre différente, une lettre qui a été écrite mais jamais envoyée pour faire battre son cœur. Qu'est-ce que Marco voulait transmettre d'autre à sa mère sans hésitation? Elle prit la lettre et commença à la lire sous la faible lumière de la lampe de chevet. La lettre dans la main de Maya était très différente de la dernière lettre qui avait dévasté grand-mère Helena. Si la lettre d'hier était le verdict d'un juge, cette lettre est un plaidoyer sincère d'un enfant. Maya la lut lentement. Chaque mot pénétrait son cœur. « Maman, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. J'écris cette lettre parce que quelque chose tourmente mon cœur. Maman, j'aime énormément Maya. Elle est une bonne épouse et maintenant une mère extraordinaire pour Gingin, ta petite fille, mais pourquoi ne peux-tu pas le voir? Je t'en prie, mère, accepte-le comme ton propre enfant. Ouvre ton cœur pour lui et pour Gingin. J'ai peur, maman. J'ai peur que cette erreur continue. J'ai peur que tu accordes plus d'importance aux possessions et aux opinions des autres qu'au bonheur de ma famille. La maison, l'argent, tout cela peut être trouvé.
Mais une famille unie et aimante n'a pas d'égal. Je t'en supplie, mère. Ne laisse pas les mauvaises habitudes aveugler ta conscience. Je ne veux pas avoir un jour à choisir entre toi et ma femme parce que vous êtes toutes les deux mon monde. Je vais cacher cette lettre pour l'instant. J'espère qu'un jour j'aurai le courage de la donner ou mieux encore, que je n'aurai pas à la donner parce que tu auras changé. Ton fils, Marco. Maya replia la lettre avec une main tremblante. Des larmes coulèrent sur ses joues, non plus des larmes de tristesse sur son sort mais des larmes pour son mari. Marco souffrait en silence depuis longtemps. Il était piégé au milieu, essayant d'être un pont entre la mère qu'il respecte et la femme qu'il aime. Cette lettre est la preuve que Marco a essayé la voie de la paix. Il a supplié, espéré et prié pour un changement qui n'est jamais venu. L'échec de grand-mère Elena a changé et ce qui a forcé Marco à préparer un plan de protection radicale. La lecture de cette lettre apporta à Maya une conclusion. Elle comprenait de plus en plus à quel point son mari avait porté seul d'amour et de responsabilité. Le temps a passé. La semaine est devenue un mois. La maison sur Calia Sampagita a vraiment changé. Le mur qui était autrefois froid est maintenant chaud grâce au rire de Gingin et à l'odeur de la cuisine. Maya, avec le capital laissé par Marco et un esprit nouveau, a lancé une petite entreprise de traiteur à domicile. Elle cuisinait ses menus préférés, des recettes héritées de sa mère. Les commandes venaient du bouche à oreille des amis de Tess au bureau et se propageaient. Son entreprise commença à croître. Chaque matin, elle se réveillait non pas avec la peur mais avec un but. Un après-midi ensoleillé, presque un mois après leur retour, Maya arrosait les fleurs dans la cour avant. Gingin joue avec un ballon en plastique sur la terrasse. La vie semblait normale, paisible et belle. À ce moment-là, depuis le bout de la rue, il vit une vieille femme marcher. Ses vêtements semblaient miteux. Ses cheveux étaient ébouriffés et sa démarche n'était plus aussi gracieuse qu'avant. C'est grand-mère Elena. Le cœur de Maya s'arrêta un instant. La femme s'approcha et s'arrêta juste en face de la rue. Il regarda la maison avec un regard difficile à expliquer. Il y a de la solitude, du regret et de la défaite là-bas. Il paraissait plus vieux, plus mince et vraiment seul. Leurs regards se croisèrent comme si grand-mère Elena voulait dire quelque chose. Ses lèvres bougèrent sans un son. Pendant un moment, Maya ressentit un peu de pitié. Pitié pour une mère qui a tout perdu à cause de sa propre cupidité. Doit-elle ouvrir le portail? Demander de ses nouvelles, offrir un verre d'eau? Cette idée lui vint à l'esprit mais disparut rapidement. Quand il regarda vers la terrasse, il vit Gingin. Son fils s'était arrêté de jouer et regardait la silhouette de sa grand-mère avec une expression de confusion mêlée de peur. Gingin courut et serra la jambe de sa mère, cherchant une protection. À cet instant, Maya sut ce qu'elle avait à faire. Le choix de son cœur est clair. La pitié est moindre que son obligation de protéger la paix mentale de son enfant sans colère ni haine. Maya fit juste un petit signe de tête respectueux mais distant à grand-mère Elena. Après cela, il fit demi-tour. Gingin prit sa main et l'invita à l'intérieur de la maison. Il ne courut pas. Il marcha simplement calmement. Arrivé dans le salon, il s'arrêta un instant devant la fenêtre. Il vit grand-mère Elena toujours debout là comme une statue fragile. D'un mouvement lent et régulier, Maya tira le rideau. La fenêtre était hermétiquement fermée. Il a fermé la porte au passé. Pour une fois, il a compris que le karma ne vient pas toujours sous forme de tempête et d'éclairs. Parfois, le karma est une porte fermée, un silence, une opportunité perdue qui ne reviendra jamais. Alors qu'il serrait Gingin dans ses bras pour la calmer, son téléphone, posé sur la table, sonna. Un numéro inconnu. À contre-cœur, il répondit. Bonjour. Est-ce bien mademoiselle Maya, la propriétaire de la cuisine du traiteur Ina, demanda une voix amicale à l'autre bout du fil. Oui, c'est moi, répondit Maya. Laissez-moi me présenter, madame. Je viens d'une société de capital risque. Nous avons goûté certains de vos menus et nous sommes impressionnés. Nous sommes intéressés par une discussion sur des investissements potentiels pour faire croître davantage votre entreprise. Maya était stupéfaite. J'arrivais à peine à croire ce que j'entendais. Dès qu'il fermait fermement une porte, Dieu en ouvrait une autre plus large pour lui, une porte vers un avenir brillant et indépendant. Il regarda par la fenêtre de la cuisine. La fenêtre donne sur le jardin arrière, pas sur la rue.
Gingin est calme et chasse maintenant des papillons dans l'herbe. La chaude lumière du soleil couchant les illumine. Il sourit. Son cœur était rempli d'une gratitude débordante. Ils sont en sécurité. Ils seront ensemble et tout ira bien. Et c'est là que se termine l'histoire de Maya, Marco et Gingin, avec toutes les peines et les triomphes qu'ils ont traversés. Espérons que nous avons appris une leçon sur le vrai sens de la famille et de la justice. L'amour de Marco a laissé une forteresse solide pour sa mère et son fils, et la détermination de Maya a apporté la justice. Maintenant, alors que vous vous reposez chez vous, j'aimerais vous poser une question où que vous soyez, comment allez-vous? Que faites-vous actuellement en réfléchissant à ces événements? Quels sentiments prédominent dans votre cœur après avoir écouté cette histoire? Avez-vous une expérience similaire de lutte pour vos droits et votre famille? J'attends vos pensées, vos sentiments et vos partages dans la section des commentaires ci-dessous si votre cœur a été touché et si vous croyez en notre aspiration à continuer de partager des histoires aussi significatives. Un j'aime et un abonnement sont d'excellents moyens de nous remercier et d'aider notre chaîne. Merci beaucoup pour votre temps, votre soutien et votre amour. Soyons tous prudents et que votre famille soit bénie.